La célébration de la Semaine nationale de la propriété démarre demain. Cette semaine s'inscrit dans la dynamique de recherche permanente d'un mieux-être. Sensibilisation et actions fortes seront au centre de la célébration pour le changement de comportement et la transformation des villes. C'est aujourd'hui que les derniers occupants du parc national du Mont Péko devraient quitter définitivement les lieux, ce qui va permettre sa restauration. Nous verrons dans ce journal comment l'évacuation des occupants de ce parc va se faire. DJ Arafat et Claire Bailly ont remporté les trophées des meilleurs artistes ivoiriens du coupé-décalé lors des Oscars de la musique ivoirienne. C'était hier au Palais de la Culture de Treichville. Madame, Monsieur, bonsoir. L'accès à l'eau potable est aujourd'hui une réalité à Biennois dans le département d'Aboisseau. Le château d'eau de cette localité a été inauguré par le ministre des Infrastructures économiques. Un soulagement pour les 40 000 âmes de Biennois. Le reportage de Sidonie Davila. L'accès à l'eau potable, désormais une réalité pour les milliers d'habitants de la sous-préfecture de Biennois dans le département d'Aboisseau. Le ministre Patrick Hachi y était pour l'inauguration du château d'eau, marquant ainsi le top départ de la distribution d'eau potable à beaucoup plus de personnes que par le passé. Sa reconnaissance, la population l'a manifestée à travers un rituel de bénédiction, mais aussi par des propos. Avec ce château d'eau fonctionnel, c'est la garantie à l'accès et à la consommation d'une eau potable. C'est aussi et surtout la réduction et l'élimination des maladies liées à l'eau non potable à Biennois. J'associe ma voix à celle de mes parents de Biennois pour vous dire merci. Reconnaissance donc au gouvernement, notamment au ministre Patrick Hachi, pour son action sur le terrain. Cette action, il inscrit dans la politique de développement initiée par le président de la République, Alassane Ouattara, avec pour grand axe l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, on est dans cet axe-là, dans une sous-préfecture comme Biennois, sous-préfecture qui a environ 40 000 habitants au dernier recensement et qui était obligée d'aller puiser de l'eau non potable dans la Bia, dans des conditions extrêmement pénibles, qui posaient de véritables problèmes de santé publique. Des instructions ont été données pour que le château d'eau qui était en souffrance soit achevé. Grâce aux investissements de l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Fonds de développement de l'eau, à Biennois, l'eau potable est disponible en permanence et les besoins sont couverts. Le château d'eau permet une production de 1200 m3 par jour. Une ville propre et assainie, c'est l'affaire de tous. Le thème de la Semaine nationale de la propriété, leitmotiv des autorités centrales, la collectivité territoriale et des populations en vue d'un changement de comportement pour notre bien-être et le développement de la nation. L'annonce de cette semaine a été faite par la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Une semaine pour transformer les habitudes de vie et changer la face hideuse de la Côte d'Ivoire. C'est l'essence de la Semaine nationale de la propreté qui ouvre ses portes ce 1er août dans le pays. Notre quartier, notre cité ne doivent en aucun cas être transformés en poubelle. De même, personne n'est propriétaire du domaine public. Nul n'a donc le droit de le salir ou d'en abuser de façon illégale. Pour cette première édition, le gouvernement entend susciter la participation de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Fiers Ivoiriens, notre responsabilité est engagée pour l'émergence de notre pays. Je vous invite donc, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, à vous approprier les règles simples d'attention. 7 points clés de propreté seront prêchés le long de cette semaine, des actes pratiques de civisme. Je jette mes déchets dans une poubelle. Je balaie et lave mon espace de vie et de travail, à l'intérieur et à l'extérieur. Je cure les caniveaux, j'entretiens et j'embellis ma rue. Je répare, nettoie et range mes équipements et outils de travail. Je répare
les fissures, repeint et entretient ma façade d'habitation et ma façade à usage professionnel. J'évite de déféquer et d'uriner à l'air libre. J'évite de troubler la quiétude du voisinage, en particulier la nuit et pendant les heures de repos. Au terme de cette semaine, les bons gestes de vie devraient être bien retenus. C'est aujourd'hui la date butoir des évacuations du parc national du Mont Péko. Le déguerpissement du parc pourra alors commencer si les occupants n'évacuent pas les lieux. C'est une décision prise en Conseil des ministres le 7 juillet dernier. Sachez que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui financier des Nations Unies à hauteur de 250 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du plan d'action d'urgence d'évacuation du Mont Péko. Le point de la situation avec Eve Boué. Cours de la chefferie de Bagor, village situé à 25 km de Diokwe dans la région du Guémon. Il est 13h ce vendredi 29 juillet 2016. À notre arrivée, nous tombons sur cette réunion entre des ex-occupants du Mont Péko et des ONG œuvrant dans l'humanitaire. Objectif, recenser les principaux besoins en urgence des populations sorties du parc national du Mont Péko. Une action qui fait partie du plan d'action d'urgence du Mont Péko élaboré par le gouvernement ivoirien en collaboration avec le coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies. Il vise à mettre définitivement un terme à l'exploitation abusive et illégale de ce parc occupé par des clandestins à la faveur des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Les occupants ont donc jusqu'au 31 juillet pour évacuer le Mont Péko et ses environs. À Bagor, village périphérique au parc, dans sa partie sud, on estime à près de 1000 le nombre des occupants sortis du parc et dont les campements avoisinants ont été détruits. Les besoins sont donc réels. Actuellement, on a le problème de manger. Ceux qui viennent là-bas n'ont pas de place à dormir. Nous-mêmes, on n'a pas de nappes, on n'a même pas de couchettes, on a des problèmes. Le gouvernement n'a qu'à nous aider pour venir nous aider. Et puis, c'est lui comment faire, nous va vivre. Pour plus toucher du doigt la dynamique du processus d'évacuation, nous décidons de visiter quelques campements déguerpis. 15 km à parcourir à partir de Bagor. Deux fils du village devenus nos guides pour la circonstance nous accompagnent. Chemin faisant, nous croisons des humanitaires de retour des campements déguerpis. Ils nous préviennent que la route est barrée à un certain niveau et qu'il faut parcourir plus de 7 km à pied pour rejoindre les campements. Il est 14h30 quand nous entamons notre marche. Après plus d'une heure et demie, nous atteignons enfin les premiers gros campements. 3 sites visités, Parc 1, Petit Ouaga et Alberco. Ici, vivaient près de 2000 âmes. Et oui, tout a été détruit il y a de cela quelques jours par les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. On peut le dire, le plan d'action d'urgence du Mont Péko est entré dans sa phase active. Reste à jeter un regard sur la question de la sécurité évoquée par l'ensemble des autorités administratives et des populations d'accueil des zones riveraines à forte densité. Selon les autorités ivoiriennes et des ONG, ce sont près de 27 000 personnes qui doivent quitter le Mont Péko et ses alentours avant que ne débute le processus de relance de la conservation de cette aire protégée. Les femmes et les adolescents en Côte d'Ivoire demeurent en marge des progrès effectués pour réduire la pauvreté. Pour améliorer donc les conditions de ces personnes vulnérables, Kabani Ali, ministre du Plan et du Développement, a annoncé lors de la Journée mondiale de la population un grand projet d'autonomisation des femmes de Korogo. La mise en œuvre de ce projet va impliquer 4 ministères, lesquels Kwadio Kwame nous le dit dans ce reportage. Investir dans l'éducation et la santé des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique est le thème de la Journée mondiale de la population qui a sa 30e édition. La capitalisation du dividende démographique requiert des investissements stratégiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la politique économique et de la promotion de la bonne gouvernance. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la situation n'est pas réluisante à cause des pesanteurs socio-culturels. Bon nombre d'enfants aujourd'hui sont en dehors des classes et se retrouvent dans les champs. En investissant dans l'adolescence, c'est d'investir dans la jeunesse de demain. Au regard de la présente situation, le coordonnateur du système des Nations Unies note que malgré les efforts accomplis, des défis restent à relever afin de valoriser le potentiel de chaque jeune.
Une fille sur 3 âgée de 15 à 19 ans a déjà eu un enfant. Alors que la moyenne nationale de l'indice de fécondité est de 5 enfants par femme, le Nord atteint 5,8% par femme. Entouré de plusieurs membres du gouvernement et embouchant la même trompette, Kabaniale a insisté sur l'accélération du développement du capital humain et la promotion du bien-être en préservant les adolescentes de tous les fléaux. Les adolescentes qui représentent environ 10% de la population totale constituent un capital humain à développer car elles ont la possibilité et le potentiel de changer notre monde et dans le cas de la Côte d'Ivoire, de changer notre pays en rompant le cycle de la pauvreté à la fois entre les générations mais également au sein de nos familles. L'investissement dans l'adolescente est une garantie pour l'émergence et la prospérité dans l'optique de fédérer et favoriser la participation des adolescentes aux projets qui organiseront la société de demain. Des dons de matériel médico-technique de plus de 5 millions au système d'animation, d'éducation et d'encadrement des jeunes par l'UNFPA ont mis fin à cette célébration. La manifestation contre la hausse du coût de l'électricité a été émaillée par des violences à Bouaké, vous le savez, des violences dénoncées par plusieurs personnes. En mission de sensibilisation à Bouaké, les ministres Paul Kofi et Efrazi Kwasi Yao invitent les populations à la culture du dialogue et à la promotion des valeurs citoyennes. Les ministres Efrazi Kwasi Yao et Paul Kofi, tous deux fils de la région, sont venus à Bouaké pour voir de plus près les conséquences de la violente manifestation du 22 juillet dernier. Au cours d'une rencontre, les jeunes se sont engagés à éviter pareille situation. Au nom de toute la jeunesse, présentez nos excuses à l'État de Côte d'Ivoire, présentez nos excuses au chef de l'État et lui réaffirmer notre attachement indéfectible à sa personne, au gouvernement et à sa politique de développement. Aussi, les élus ont-ils déploré le lourd bilan et demandent pardon à la République. Dès lors que le gouvernement est saisi d'une question, on doit s'abstenir de faire ce qu'on a fait. Nous sommes d'accord avec le président de la République quand il dit que ces actes ne doivent pas rester impunis. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant ont exhorté la jeunesse à la culture du dialogue et à la promotion des valeurs citoyennes. Les communautés, dans les quartiers, dans les villages, parler aux uns aux autres, parce que nous avons en tant que parents un rôle à jouer. L'Ivoirien nouveau, c'est aussi cela. On doit pouvoir passer le message, éduquer nos enfants, leur donner les bonnes pratiques. Construisons ensemble nos mentalités. Aimons l'unité, la paix, l'amour du prochain. Et nous allons réussir à développer Bouaké. Soyons responsables dans tous les sens. Après une visite des sites sinistrés, la délégation ministérielle a réaffirmé la décision du président de la République qui annonce la réhabilitation des sites détruits. Cette mission a été ponctuée par une cérémonie de remerciement du gouvernement aux populations de la région de Bouaké suite au succès de la fête des mères édition 2016 tenue à Bouaké en présence de la première dame Dominique Ouattara. Je vous amène à Rabat, au Maroc, où s'est tenue une conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Indien. Au centre de cette rencontre, l'harmonisation de la position des États membres et le maintien de la concertation sur les questions de conservation et de l'exploitation des ressources au sein des instances internationales compétentes. Hugues Vebli. À Rabat, il s'est agi pour la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique de préparer au mieux les prochaines rencontres internationales sur la conservation. Cette rencontre de la COMAFAT intervient dans un contexte où la mer et les ressources qu'elle contient constituent un des atouts majeurs du développement de ses membres. Dans une région de plus de 450 millions d'habitants, la pêche représente jusqu'à 18% du PIB national et
25 à 30% des revenus à l'exportation. C'est pourquoi je vous exhorte à défendre notre principe de l'utilisation durable des ressources marines, qui sous-entend une exploitation rationnelle basée sur les meilleures connaissances scientifiques et en harmonie avec nos réalités africaines. Responsables nationaux de l'environnement et ceux des pêches des 20 États membres de la COMAFAT ont assuré à Rabat une meilleure coordination de leurs différentes positions avant les rencontres internationales. Les conclusions et recommandations feront donc que la voix de l'Afrique puisse être vraiment audible dans l'intérêt des pays membres et de la région. La 17e session de la conférence des parties de la CITES, la 66e session de la conférence baleinière internationale et autres rencontres sont prévues pour le dernier semestre de l'année 2016. Retour en Côte d'Ivoire, sachez que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il se nomme tout récemment. Il a été élu aujourd'hui même, en même temps que son premier vice-président, le docteur Kwasi Parfait Touré. Il assure l'intérim de Jean-Louis Billon, qui a été élu en 2002 et actuel ministre du Commerce. Cette élection met fin à un processus électoral initié en mars dernier et permet le renouvellement des instances de cette chambre consulaire nationale. Parlons santé avec cette sensibilisation des fonctionnaires et leurs familles sur l'intérêt de leur enrôlement à la couverture maladie universelle. Pour réussir ce pari, la MUGEFSI a mis 300 délégués en mission dans tout le pays. Doigt des lasers. Les 300 délégués de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, en mission pour la couverture maladie universelle. Ils devront booster l'enrôlement des populations à la CMU dans leurs différentes localités, un mot d'ordre lancé par le conseil d'administration de la mutuelle en vue de permettre à plus de 80% d'Ivoiriens de bénéficier des prestations sanitaires à moindre coût. Des challenges nouveaux nous attendent. Certains d'entre vous nous appellent pour dire que les délégations régionales des affaires sociales vous invitent à participer avec eux aux campagnes de sensibilisation en vue d'un meilleur enrôlement de nos concitoyens dans le cadre de la CMU. Nous vous disons ceci, c'est un mot d'ordre de faire en sorte que la solidarité qui est cloisonnée entre nous puisse être une solidarité effectivement nationale. La MUGEFSI, premier partenaire de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, dispose déjà d'un vaste réseau de soins médicaux sur l'étendue du territoire national. Un acquis qui permet d'assurer les prestations sanitaires de plus de 250 000 souscripteurs de la mutuelle. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, le bilan de l'exercice 2015 a été dressé avec plusieurs projets annoncés pour le renforcement des ressources financières de la mutuelle. Le paludisme tue, il existe cependant des gestes simples pour se protéger des piqûres de moustiques vecteurs de cette maladie. Des gestes que le Rotary a appris aux 125 filles de l'orphelinat de Grand Bassam avec à la clé la distribution d'insecticides de moustiquaires imprégnés. Herman Yamien revient de Grand Bassam. Après s'être engagé le 25 avril dernier dans la lutte contre le paludisme, c'est ici, à l'orphelinat des filles de Grand Bassam, que le Rotary District 9101 a posé ses premières valises. À l'intérieur des mildas, des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Objectif, aider le programme national de lutte contre le paludisme à couvrir les couches vulnérables qui n'ont pas bénéficié de la campagne nationale de distribution de ces moustiquaires. Nous sommes fiers et honorés d'apporter notre contribution afin, ma foi, d'améliorer la santé de nos populations, garantir un avenir de santé à nos populations et lutter contre la pauvreté. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire est classée dans le monde parmi les 10 pays à fort impact du paludisme. Et l'action du Rotary Club est pour lui un soutien important aux efforts déjà consentis par le gouvernement ivoirien. Le Rotary fait de très bonnes choses et nous voudrions par la même occasion inviter les autres clubs services, les structures privées qui peuvent aider le ministère de la Santé à faire en sorte que ce qui est maladie évitable soit pris en compte, soit soutenu.
Le gouvernement ivoirien est heureux, mais plus heureux encore sont les bénéficiaires de cette action. Ça aide à améliorer le rendement scolaire des enfants, parce que quand un enfant est en bonne santé, on peut l'éduquer. Mais si on doit passer le quart du temps à veiller sur sa santé, à aller à l'hôpital, à être à l'infirmerie, c'est difficile pour les enfants de suivre une scolarité normale. À cette cérémonie ont pris part les autorités coutumières et administratives de Grand Bassam. Outre les 125 pensionnaires de l'orphelinat des filles de Grand Bassam, ceux de l'orphelinat de Mondoukou, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans ont aussi reçu gracieusement des mildas. Makereti a été investi à la tête du bureau exécutif de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire et cela pour 4 ans. Cette investiture marque la rentrée littéraire de l'association. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Cocody. Le reportage de Ami Sissoko. L'Association des écrivains de Côte d'Ivoire a 30 ans d'existence et compte plus de 500 membres. Cette association vise à promouvoir la littérature ivoirienne et à protéger les intérêts professionnels et économiques des auteurs. Pour ces derniers, plusieurs défis sont à relever pour améliorer leurs conditions de vie. On espère que ce nouveau bureau, en association avec les éditeurs, avec les distributeurs des livres, qu'on trouve le moyen de rendre la littérature plus lucrative, même si ce n'est pas le but principal pour l'écrivain d'écrire, mais au moins que ça nous rapporte quelque chose. Par ce geste, le bureau exécutif de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AESI, prend officiellement fonction. Il vient d'être investi par Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et marraine de la cérémonie. Ce bureau compte 7 hommes et 7 femmes avec à sa tête Maker Eti. Il a été élu président en avril dernier pour un mandat de 4 ans. Cette cérémonie est un symbole, le symbole du retour de l'AESI sur l'échiquier de la culture ivoirienne. C'est le symbole de notre renaissance après une longue période de léthargie. Notre mission, c'est d'animer la vie littéraire. C'est de faire en sorte qu'il y ait des activités tout au long de l'année. Que serait le monde sans vous? Sans vous, ce serait la suprématie de la matière qui habilite tant notre vie. Sans vos idées, les rigueurs du quotidien seraient insupportables. Oui, l'homme ne peut vivre de pain seulement. Il a aussi besoin de nourrir son âme et son cœur. Au cours de cette cérémonie, écrivains, personnalités et organes de presse ont reçu des diplômes de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire en reconnaissance de leur participation à la promotion de la littérature ivoirienne. DJ Arafat et Claire Bailly ont remporté les trophées des meilleurs artistes ivoiriens du coupé décalé lors des Oscars de la musique ivoirienne. C'était hier au Palais de la Culture de Treichville. Daouda le Sentimental, Magic System ont aussi été honorés. Revivons ces moments avec Issa Yeo et Eric Goré. Les Oscars de la musique ivoirienne pour récompenser les artistes chanteurs au cours de cette première édition qui s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville. Les artistes chanteurs étaient en compétition dans 14 catégories. Les meilleurs de chaque catégorie ont été désignés grâce au vote du public comptant pour 25% et de notes du jury 75%. Avec ce prix, je ferai vraiment beaucoup de choses, de grandes choses, parce que je pense qu'une nouvelle vie vient de commencer. Parce que toute la nation a eu confiance en moi pour me dédier ce prix en tant que meilleure artiste féminine du coupé décalé. Tout ce que j'annonce aujourd'hui, ça paye. Tout ce que j'ai pu annoncer, héros des temps, l'année de mon année, c'est cette année 2016 que vraiment tout cela a été couronné. Et j'en suis très heureux et très fier. Abidjan est considéré comme la plaque tournante de la musique africaine. Une distinction pour reconnaître le mérite des artistes ivoiriens est indispensable selon les initiateurs. On a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il n'y en avait pas. Chaque année, il y aura une nouvelle édition avec des artistes internationaux. Et puis, on va toujours célébrer la musique ivoirienne. Et on encourage les artistes à travailler davantage. La représentante du ministre de la Communication, Nyaore Biti, salue